Allô tout le monde, on va voir aujourd'hui comment faire des intervalles de confiance sur Excel. C'est pas particulièrement compliqué, mais il faut connaître quelques petites formules pratiques pour se sauver du temps. Alors, on va travailler avec des données qui ont été collectées sur des étudiants en sciences humaines dans le cours d'analyse quantitative. Ce n'est pas des données qui sont issues d'un échantillonnage au hasard. Alors, ce qu'on va faire peut être remis un peu en question là, en termes de méthodologie, mais tout de même, bon, ça donne quand même une bonne idée de ce qu'on peut faire sur Excel. Alors, voici les données qui ont été collectées. Nous, on va travailler sur la distance. Donc, c'est la distance en kilomètres du cégep, donc le lieu de résidence au cégep. On va calculer un intervalle de confiance pour la moyenne de cette variable-là. Et on va aussi travailler sur la variable référendum qui demandait en fait si vous voteriez oui à un référendum sur l'indépendance du Québec. Donc une variable quantitative, on va calculer un intervalle pour une moyenne et une variable qualitative, on va faire un intervalle pour une proportion. Première chose à faire, on prend la base de données et on va définir des noms pour les colonnes, comme ça on pourra travailler efficacement pour calculer moyenne, écart type, toutes sortes de choses. Alors on fait ça, il ne s'est rien passé, mais vous allez voir, on va pouvoir travailler facilement dans les pages qui suivent. On commence par l'intervalle sur une moyenne pour la variable distance. On veut un intervalle de confiance à 95%. Vous voyez, il y a une mise en page qui est déjà faite. Là. Vous pouvez la réutiliser si vous voulez. Vous aurez une mise en page semblable dans votre laboratoire en classe. Réutilisez-la pour votre devoir si vous voulez. Vous faites un copier-coller, vous réutilisez ça. C'est bien correct. Donc tout d'abord, il y a certaines choses qu'on doit rentrer à la main. On veut un niveau de confiance qu'on fixe, mais le plus possible, on va utiliser des formules pour calculer à partir de ce qui vient avant. Le risque d'erreur est calculé à partir du niveau de confiance. Pour la taille de l'échantillon, on peut aller voir dans la base de données, mais il y a des formules comme NB qui existent, là, qui peuvent NB de distance, la variable qui nous intéresse. Vous nous donnez combien il y a de juste le nombre de valeurs qu'il y a dans la colonne distance. Alors 226, c'est la taille de l'échantillon. On peut utiliser d'autres formules comme moyenne pour aller calculer, bien entendu, la moyenne de la distance au cégep. Je vais aller tout de suite chercher le nom de la variable distance que je viens de créer. C'est ça le but, c'est d'être efficace puis de pas toujours avoir à faire des allers-retours, des copier-coller de la base de données. On veut s'éviter ça. Voilà, 12,9 km de distance au cégep. Et puis, pour l'écart type, il y a deux formules qui existent, Pearson et standard. Il faut juste lire bien. Nous autres, on veut standard ici parce qu'on veut le calcul de S et non pas de sigma. Alors, on prend standard et je vais demander de calculer l'écart type pour la distance. Voilà, c'est fait. Beaucoup de dispersion, vous voyez, parce que l'écart type est presque aussi grand que la moyenne. Donc, beaucoup de dispersion dans les distances de résidence au cégep, c'est plutôt normal. Ici, la condition d'application, ça devrait être plus grand ou égal, mais bon, ici, on va juste aller dire, bon, mais regardez, la taille d'échantillon, c'est 226, donc il semble pas trop y avoir de problème de ce côté-là. On entre dans les calculs pour le calcul de l'intervalle, dans la marge d'erreur puis de l'intervalle. La valeur Z, c'est toujours la chose à faire là, au préalable. J'ai mis un petit dessin à droite là, pour nous aider. Excel fonctionne pas exactement de la même manière que ce qu'on ferait avec la table. Donc, il y a une fonction qui est intégrée qui s'appelle loi normale. Il y a plein de formules de loi normale. Celle qui nous intéresse, c'est loi normale standard pour une loi normale 0,1. C'est l'équivalent de centrée réduite. Et puis inverse, parce qu'on va chercher dans la table à l'envers. Okay? On va, pour une probabilité donnée, aller chercher la valeur sur l'axe. Alors, Excel fait référence à ça comme inverse. Alors, on prend cette formule et on demande juste une probabilité. Et faites attention, c'est un petit peu différent que dans la table. Donc, on ne va pas rentrer là, pour un niveau de confiance de 95%, si vous en avez fait un petit peu. Vous mettez une demi-erreur à droite, donc 2,5 dans la région blanche. Et puis, dans la table, nous autres, on chercherait la valeur 47,5 qui serait la partie à partir de 0 jusqu'à la valeur qu'on recherche à la coupure entre le rouge et le blanc. Mais c'est pas comme ça qu'Excel fonctionne. Il utilise la probabilité depuis le début de la courbe, donc complètement vers la gauche. Alors on doit faire un plus 0,5. La probabilité qu'on recherche, ça va être le niveau de confiance complet, donc la région centrale, plus une demi-erreur qui sera à gauche, la région symétrique au 2,5% à gauche. Alors on va prendre une erreur divisée en deux, ça fait finalement 97,5%. Et puis Excel nous donne 1.96, c'est parce que j'ai coupé un peu de décimales. Ici, si j'y en rajoutais un peu, là, il me donnerait plus de décimales, mais bon, à 2 décimales, ça donne 1.96 comme dans la table.
Finalement, pour le calcul de la marge d'erreur, ben, c'est la même formule que vous auriez fait à la main, là, mais on la calcule avec Excel. C'est très efficace, puis c'est facile à faire. Alors, on prend la valeur Z. Vous pouvez retourner voir votre formule. Là, on va multiplier par l'écart type et on va diviser par la racine. Racine, c'est une formule Excel de la taille d'échantillon, 226, et le tour est joué, 1.5 de marge d'erreur. Et ensuite, la marge d'erreur, on va l'additionner, la soustraire à notre moyenne. Donc, moyenne plus marge d'erreur. Et ici, moyenne moins... Oups, je me suis trompé de bord. Hein. On va juste se reprendre. Inférieur, on va faire une soustraction. Ce serait mieux. Et ici, on va faire notre addition moyenne plus marge d'erreur. Alors, l'intervalle de confiance pour la moyenne de distance au cégep, ce serait de 11,4 km à 14,4 km dans 95% des cas. Bien entendu, là, je rappelle que c'est pas un échantillonnage au hasard, donc c'est pas totalement parfait comme méthodologie. Voilà, donc c'est pour la moyenne. Là, je ferai pas l'interprétation, là, je vous laisse réfléchir à ça puis voir dans vos notes comment ça se fait. Notre deuxième intervalle de confiance, ça va être sur la proportion de gens qui voteraient oui à un référendum sur l'indépendance. Même principe, donc on va commencer un petit peu, puis ensuite on ira, il y aura quelques différences qui vont apparaître. Niveau de confiance, ici, c'est donné, en fait on va le faire à 92%, donc 0,92. Risque d'erreur, c'est 1 moins le 92%. La taille de l'échantillon, c'est la même que tantôt, je vais juste écrire 226, là. On pourrait réutiliser la fonction NB si on veut, mais en tout cas, bref, ça donne 226. Le pourcentage, deux façons de faire, je vous en montre deux. Vous pouvez soit utiliser la commande nb.si. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va compter un nombre de résultats particulier dans une colonne. Je vous montre le fonctionnement. Donc, on va aller chercher dans la plage référendum. Donc, c'est la colonne des valeurs de référendum. Et le critère de recherche, ça va être oui. Donc, on va chercher dans la colonne référendum combien est-ce qu'il y a de oui. Le critère, il faut toujours le mettre entre guillemets anglophones, comme ça. Et ce que ça nous dit, oups, c'est en pourcentage. Ah oui, c'est ça, il faudra le mettre en pourcentage. Là, je vais juste enlever le pourcentage pour l'instant. Je vais mettre ça en nombre. Donc ça nous calcule qu'il y a 48 personnes qui ont répondu oui, mais nous, on veut un pourcentage, ok? Donc une proportion en fait là, dans l'échantillon. Donc on va diviser par la taille de l'échantillon qui est 226. Juste ici. J'ai comme un petit bug là, un instant. On va se mettre à la fin, 226. Comme ça. Bon, on a 0. Je pense que j'ai comme coupé de la précision. Ah voilà. Puis je vais mettre en pourcentage, tiens. OK, on l'a. 21,2%. Une autre façon de faire ça, ça serait aussi, qui serait totalement correct, là, ça serait de faire un tableau croisé dynamique pour aller chercher, là, je vais tout sélectionner ma base de données, et d'aller glisser référendum dans les lignes et les colonnes, les valeurs. Ça nous donnerait le nombre de réponses de chaque type pour la variable référendum. Et puis, je vois directement qu'il y a 48 personnes sur 226. Et je pourrais faire le calcul ici, 48 sur 226, mettre ça en pourcentage. Ce serait une autre façon totalement valide de le faire. OK, poursuivons. Alors, dans les conditions d'application, bon, j'ai mis échantillon aléatoire ici. C'est toujours le cas là, pour faire des intervalles de confiance, d'avoir un échantillon aléatoire. Ce n'est absolument pas vérifié ici. Mais bon, on va quand même poursuivre là, le calcul. Pour ce qui est de la taille d'échantillon, c'est 226. Ici, on veut s'assurer qu'il y ait assez de réponses oui, donc assez de réponses qui nous intéressent dans la situation. Je vais faire le calcul, vous allez voir, la réponse n'est pas surprenante. Là. On fait n fois la proportion, ça donne 48. Ça, c'est le nombre de personnes qui ont la caractéristique voulue. Et ici, on fait la même chose, mais pour les personnes qui n'ont pas la caractéristique voulue, donc fois 1 moins ici proportion, voilà, j'ai 178 personnes qui n'ont pas répondu. Alors, la vérification des conditions pour la taille de l'échantillon, il faut avoir 30 personnes. Alors, c'est super. Pour le NP, il faut plus grand que 5. C'est super. Pour le N1-P, plus grand que 5. C'est super. Donc, il y a juste l'échantillonnage aléatoire là, qui pose un peu problème. Je vais plus vite pour la valeur Z. Là, c'est la même chose que tantôt. Exactement.
Donc ici, loi normale standard inverse, et on prend la probabilité qu'il y a. Par contre, je vais vous montrer pour la student. Donc si on veut le faire pour un petit échantillon, on utiliserait loi student inverse. Okay? Donc, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, renvoi pour une probabilité donnée, la valeur inverse unilatérale à gauche pour une variable student. Alors ici, je clique dessus, on demande la probabilité et les degrés de liberté. Donc, si j'avais un échantillon de plus petit, j'utiliserais cette fonction-là, qui fonctionne exactement de la même manière que loi normale inverse, mais il faut entrer aussi les degrés de liberté parce que c'est une chose importante pour la loi de student. Alors, je vous laisse l'utiliser quand vous en aurez besoin. Mais nous autres, ici, loi normale, parce qu'on a beaucoup de données, là. Donc, loi normale inverse, excusez-moi, loi normale standard inverse. Voilà, la probabilité, ça va être 0.92 plus une demi-erreur. Comme ça. Alors, 1.75, c'est notre valeur Z dans notre situation. Pour notre marge d'erreur, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va prendre la valeur Z, on multiplie, puis il y a comme une grosse racine. Donc, il faut juste se concentrer pour ne pas faire d'erreur de priorité d'opération. On va prendre notre valeur de P fois 1 moins notre proportion. On divise par la taille d'échantillon. Il faut juste cliquer sur les bonnes cases. Donc, voyons, on s'assure que les parenthèses fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de problème. Ça me semble assez beau. Et puis, je fais Enter. Et bon, là, c'est pas en pourcentage. Je pourrais le mettre en pourcentage. Et me rajouter un peu décimal. 4.8%, c'est ma marge d'erreur. Donc, je vais pouvoir prendre ma proportion, faire moins 4.8. Et ensuite, ma proportion plus 4.8. Et j'aurai mon intervalle de confiance. Donc, entre 16.5 et 26%. Les étudiants du cégep qui voteraient oui à un référendum sur l'indépendance. Donc ça, c'est un sondage très récent, là, début automne 2024. Alors, quand même, c'est relativement faible, mais il y a beaucoup de je ne sais pas. Donc, remarquez, là, il y a plus de je ne sais pas que de oui. Donc, il y a beaucoup d'indécis dans l'échantillon, mais quand même une majorité de non. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour les intervalles de confiance sur moyenne et proportion.